Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La grande conférence annuelle de l'ONU sur le climat, c'est pour lundi. Et c'est sans doute l'une des plus difficiles de ces dernières années. Elle se tient en effet quelques jours à peine après l'élection du climato-sceptique Donald Trump aux États-Unis, le deuxième émetteur de gaz à effet de serre. Autre difficulté, elle sera centrée notamment sur la question des gros sous, alors que les besoins des pays du Sud sont estimés en milliers de milliards de dollars par an pour faire face au dérèglement du climat et mener à bien leur transition écologique. Enfin, dernier obstacle, elle est organisée en Azerbaïdjan, un petit pays frontalier de la Russie, mais qui est aussi producteur majeur de pétrole. Cela représente un tiers de son PIB. Et ce pays n'est pas forcément pressé de changer de modèle. Pour en parler, j'ai invité mon collègue Yvan Couronne, rédacteur en chef pour le climat et l'environnement à l'AFP. J'ai aussi appelé le militant du climat Harjit Singh, associé à l'initiative du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Sur le fil. N'y allons pas par quatre chemins, l'élection de Donald Trump, ouvertement climato-sceptique, est un coup dur pour la COP29. Ça va donner une certaine tonalité au rendez-vous. Les États-Unis, dans le monde du climat, c'est très important. C'est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre. Avec la Chine, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc ça a un certain intérêt à ce que les États-Unis soient engagés dans le processus climatique. Je te rappelle que les États-Unis sont déjà sortis de l'accord de Paris sur le climat, sous la présidence de Donald Trump. Joe Biden est revenu dedans. Les accords de Paris, à l'issue de la COP21, avaient déterminé que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle par rapport au 19e siècle, les émissions de gaz à effet de serre devaient culminer avant 2025. Le retour au pouvoir du républicain risque de bien compromettre l'amorce de la baisse. Il est probable qu'il signe le papier pour dire les États-Unis sortent de l'accord de Paris sur le climat, ce qui sera effectif un an après. Donc ça rend les négociations climatiques beaucoup plus compliquées. Et alors, évidemment, là, c'est toujours l'équipe démocrate qui va à la COP la semaine prochaine. Mais qui va croire des engagements faits par ces négociateurs américains au mois de novembre 2024, alors que 2 mois plus tard, c'est Donald Trump qui rentre à la Maison-Blanche. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait même entraîner des reculs de la diplomatie climat mise en place par les Nations Unies. Sans les États-Unis, c'est très compliqué d'avoir des accords sur le climat au niveau mondial. Par définition, l'action climatique, ça doit être une action de coopération entre États. Et l'histoire, depuis 2015, montre que les choses avancent quand les États-Unis se mettent d'accord avec la Chine. Chaque pays fixe ses propres objectifs à la mesure de ses moyens, de ses capacités, de sa richesse, de sa responsabilité historique. La Chine a joué le jeu, a continué, a maintenu ses objectifs, même quand les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris la première fois. Est-ce qu'ils vont continuer à le faire ? C'est pas sûr si les États-Unis décident qu'ils en ont rien à faire du réchauffement. Le fait que les États-Unis soient engagés là-dedans aide à des accords collectifs, et notamment avec la Chine. Et c'est comme ça que ça a progressé. Pourtant, il y a urgence. À 2 semaines de la COP29, l'ONU a sonné une nouvelle fois l'alarme. Les engagements climatiques des pays ne sont pas du tout sur la bonne voie pour contenir le réchauffement à 1,5 degré et éviter les conséquences les plus catastrophiques. Ces engagements mènent à seulement 2,6% de baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2019, au lieu des 43% préconisés. Cette année encore, les effets du dérèglement du climat se font sentir. Des méga-feux ont ravagé des régions entières, au Chili, au Portugal, au Canada ou aux États-Unis. Et des inondations en Espagne ont fait la semaine dernière plus de 200 morts. Mais l'enjeu de cette COP concerne d'abord les pays qui sont en première ligne sur les conséquences du réchauffement, pour la plupart des pays en développement qui ont besoin d'aide pour s'adapter. C'est le cas ici, en Indonésie, un des pays les plus vulnérables, exposés à la déforestation et à des inondations sévères. Écoutez ces villageois
habitant de la province d'Aceh, lors d'un épisode récent, mi-octobre. À l'intérieur de ma maison, l'eau m'arrive jusqu'au cou, mais sur les routes, elles atteignent 2 à 3 mètres de haut. Tous nos biens ont disparu. Nous n'avons pas pu les apporter ici parce que l'eau est arrivée soudainement. Les seules choses que nous avons pu emporter sont les vêtements que nous portions et certains ont été déchirés lorsque nous nous sommes enfuis. Ces pays émergents doivent aussi s'adapter aux dommages inévitables et irréversibles de la crise et ils ont besoin de fonds. En Azerbaïdjan, l'argent sera au cœur des négociations. Environ 5 000 milliards de dollars par an seraient nécessaires selon les Nations Unies. Harjit Singh est chargé de plaidoyer pour une association qui prône la mise en place d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Pour ce militant indien, la transition écologique ne sera pas possible sans ces fonds. Environ 5 000 milliards de dollars, c'est le montant que nous, en tant que société civile, demandons également. C'est ce qui sera nécessaire pour aider les pays à se détourner des combustibles fossiles, à protéger leur population et leur économie et à permettre une transition juste. Car nous parlons de changement à l'échelle de l'ensemble de l'économie. Il ne s'agit pas simplement de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, il s'agit d'un changement à l'échelle de l'économie, ce qui signifie que les pays doivent investir dans la diversification de leur économie, la requalification de leurs travailleurs et la protection sociale des personnes qui seront touchées. Le coût réel de cette transition sera donc bien plus élevé que les chiffres dont on parle actuellement. Le problème, c'est que les pays développés ne reconnaissent même pas ce chiffre. Ils n'ont pas partagé leur point de vue sur ce que devrait être le montant réel. Ce chiffre devrait remplacer l'objectif de 100 milliards de dollars qui a été convenu en 2009, puis formellement approuvé dans l'accord de Paris en 2015. Cet objectif de 100 milliards de dollars de financement annuel aux pays en développement a été atteint pour la première fois en 2022. Developed countries who have been stalling negotiations not only for years but for decades. Les pays développés qui bloquent les négociations depuis des décennies doivent intensifier leurs efforts et comprendre que c'est aussi dans leur propre intérêt car les émissions de gaz à effet de serre se déplacent désormais des pays développés vers les pays en développement. C'est là que vivent la plupart des gens et c'est là que le monde s'industrialise. C'est là qu'il faut fournir des emplois à la population. La transition écologique doit se faire partout et pas seulement dans les pays développés. Nous partageons cette planète. Si nous constatons que la majorité des pays sont à la traîne dans la transition verte, parce qu'ils n'ont jamais bénéficié d'un soutien adéquat, cela affectera nos objectifs mondiaux. Cela affectera tout le monde. Il est donc absolument fondamental de proposer des financements et des technologies, et cette COP doit être à la hauteur. Sauf que les pays développés, qui ont historiquement pollué la planète en s'industrialisant depuis plus d'un siècle, rechignent à payer, arguant que la Chine ou les pays du Golfe devraient aussi donner plus. Pour Harjit Singh et pour de nombreux experts, la question de l'origine des fonds engagés se pose aussi, car l'essentiel de l'argent que reçoit le Sud arrive sous forme de prêts. It is a sad reality that 69% of Il est triste de constater que 69% de l'argent fourni dans le cadre de l'objectif des 100 milliards de dollars l'a été sous forme de prêts. Et cela arrive à un moment où les pays en développement sont déjà confrontés à une crise de la dette. Ils doivent faire face à la crise climatique alors que leurs infrastructures sont détruites et que les gens perdent leurs maisons, leurs fermes, leurs revenus. Si vous ne proposez qu'un prêt, cela ne fera qu'empirer les choses pour les pays en développement qui sont confrontés à de multiples défis. Quand un petit pays du Sud emprunte pour construire une digue pour se protéger de la montée des eaux, sa dette s'aggrave alors que l'investissement ne va pas créer de richesse. Pour Harjit Singh, ce n'est pas normal et tous ces fonds ne permettent même pas de financer une sortie du gaz, du charbon ou du pétrole qui sont responsables des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Le monde s'était pourtant mis d'accord sur la nécessité de cette sortie progressive lors de la COP28 l'année dernière à Dubaï. Nous nous sommes mis d'accord pour passer à une économie plus verte et abandonner les combustibles fossiles. Lorsque nous voyons des pays ne pas respecter l'esprit de cet accord, c'est vraiment très frustrant parce que les conséquences sont de plus en plus graves et que chaque baril de pétrole va accentuer la crise.
Alors que les négociations de Bakou s'annoncent compliquées, elles interviennent 10 jours après l'échec partiel de la COP16 sur la biodiversité, là encore sur des questions de financement. Les discussions qui débutent lundi sont organisées par un pays qui vit grâce à ses hydrocarbures. Et normalement, en tant que pays hôte, l'Azerbaïdjan doit faire avancer les négociations. J'ai demandé à Yvan si Bakou pourrait vraiment remplir ce rôle. Le rôle d'une présidence de COP, du pays hôte, c'est d'organiser les débats et d'organiser les négociations, de les cadrer, de les faciliter, dans le but de parvenir à un consensus. Parce qu'à la COP, on ne vote pas. 198 pays membres qui adoptent une décision, un même texte, par consensus. Ce qui va donc des États-Unis, pour l'instant, à la Corée du Nord, le Ghana, le Venezuela. Voilà, il y a 198 pays, c'est l'ONU quand même. Hein. Donc le rôle du pays hôte, quand il est fort, quand il est malin au niveau diplomatique, quand il est très actif, c'est de faciliter, de trouver la formulation, de trouver le bon format pour parvenir à un accord. C'est ce que les Émirats arabes unis ont finalement assez bien réussi l'an dernier. Là, l'Azerbaïdjan est une présidence plutôt faible, beaucoup moins active. Alors cette COP ne parviendra peut-être pas, cette fois, à un accord. Selon Yvan, les COP ont quand même une utilité. Quand on se pose la question de l'utilité des COP, il faut essayer de comparer là où on en est aujourd'hui avec là où on en serait s'il n'y avait pas eu les décisions des COP. Parce qu'effectivement, le monde se réchauffe. Il y a des inondations, des sécheresses, des canicules, avec des effets qui sont très forts et on l'a encore vu cette année. Donc on a l'impression que c'est terrible. Et c'est le cas. La vraie question, c'est sur quelle trajectoire on serait s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris. Avant 2015, les estimations, c'était que le réchauffement d'ici la fin du siècle dépasserait largement 3 degrés par rapport à 1850-1900, qui est la période de référence, avant qu'on commence à brûler du charbon, du gaz et du pétrole en quantité industrielle. Aujourd'hui, les estimations sont quand même largement revenues en dessous de 3 degrés. Presque tous les pays riches baissent depuis un certain nombre d'années leurs émissions de gaz à effet de serre. Et la trajectoire de réchauffement, elle s'est infléchie. Oui, il y a de l'espoir, il faut toujours y croire parce qu'on a réussi, le monde a réussi à infléchir un peu la trajectoire du réchauffement. Il faut redoubler d'efforts, c'est à ça que servent les COP, c'est à ça que sert la diplomatie climatique. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à mon collègue Yvan Couronne pour sa participation. Sur le fil revient demain.